Marie-Christine Vergéat, bonjour. Bonjour, je voudrais tout d'abord remercier la Fondation Gabriel Péri pour son invitation et m'excuser de ne pouvoir physiquement être des vôtres puisque je suis à Bruxelles. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Le Parlement européen est une institution qui semble un peu obscure pour beaucoup de monde. Cela fait maintenant 2 mandats que vous êtes députée européenne. Pouvez-vous nous préciser un peu quelle est l'utilité de cette institution ? Oui, une des choses qui m'énerve le plus souvent, c'est qu'on dise que le Parlement européen ne sert à rien. Je me dis, je viens de consacrer 10 ans de ma vie à faire le travail de parlementaire européenne. Et quand on me dit ça sert à rien, je me dis bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait de ces 10 ans? Alors moi, j'ai l'impression que ces 10 ans, ils ont été bien remplis. Mais je pense qu'on a un vrai problème, notamment en France, c'est qu'on connaît très très mal le fonctionnement des institutions européennes. Je ne vais pas dire que c'est fabuleux et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je suis très critique à l'égard des institutions européennes. Mais la première chose que j'ai envie de préciser, c'est qu'il ne faut pas confondre les institutions européennes, leur mode de fonctionnement, les majorités politiques, je dis bien les majorités politiques, on pourra y revenir, et le travail d'un parlementaire européen et aussi l'utopie dans laquelle on peut et on a le droit de se projeter. Mais du coup, pouvez-vous nous donner des exemples concrets d'actions que vous avez menées vous personnellement par exemple, ou plus largement du Parlement européen qui ont fait avancer les choses ? Je crois que ces derniers temps, peut-être qu'il faut réexpliquer un petit peu quelles sont les relations entre Parlement européen, Conseil et Commission. On a l'impression que la Commission dirige tout, que c'est elle qui décide de tout, les fameux technocrates de Bruxelles. D'abord, il faut rappeler que les commissaires européens ne sont pas des technocrates, ou s'ils peuvent l'être, c'est par le choix des États. Chaque commissaire européen est désigné par un État membre. Et donc, ce sont des responsables politiques. La deuxième chose, c'est que le traité de Lisbonne a donné plus de compétences au Parlement européen. Dans quasiment tous les domaines de législation européenne, le Parlement européen est co-législateur. Ça veut dire qu'il est à égalité de voix avec le Conseil. Alors on dit souvent le Parlement européen n'a pas l'initiative législative. Alors je vais faire de la comparaison avec le Parlement français. En France, l'Assemblée nationale, enfin les députés, les sénateurs ont le droit à l'initiative législative. Ils peuvent faire des propositions de loi. Mais qu'en est-il si la majorité politique et surtout le gouvernement, notamment dans cette période, n'accepte pas cette proposition de loi? Eh bien, elle ne débouche jamais sur une loi. Il faut qu'il y ait cohérence entre la majorité politique, le souhait du gouvernement, qui au besoin fait plier sa majorité politique, et les parlementaires qui proposent la proposition de loi. Au Parlement européen, oui, la Commission européenne est seule à avoir l'initiative législative. Elle est la seule à pouvoir présenter des textes législatifs. Mais la Commission n'a aucun intérêt à présenter des initiatives législatives si elle sait qu'elle n'aura la majorité ni au Conseil ni au Parlement européen. Ce que l'on voit depuis la mise en œuvre du traité de Lisbonne, et je l'ai vécu, si je puis dire, puisqu'il n'était pas encore complètement mis en œuvre quand j'ai été élue en 2009, et petit à petit, on l'a vu se mettre en œuvre, on a l'impression que l'évolution des choses se fait à l'inverse de la lettre même des traités. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans l'intergouvernemental. C'est-à-dire que ce sont les États qui ont de plus en plus d'influence sur les décisions. Et je l'ai vu tout particulièrement sur les sujets dont je me préoccupe, notamment sur la question migratoire. Depuis la fameuse crise de 2015-2016, qui est une crise de l'accueil des réfugiés et pas une crise des migrants, disons-le, répétons-le, pour ne pas se faire prendre au piège de ce que j'appellerais la lepénisation des esprits en reprenant le vocabulaire même de l'extrême droite. Les États membres ont imposé des politiques européennes de plus en plus sécuritaires. On a vu la Commission en fin 2014, début 2015, faire des propositions et faire ensuite du rétropédalage pour avoir des propositions qui sont devenues lettres mortes. Le Parlement européen a essayé de peser dans ce rapport de force parce qu'on a une majorité qui peut être très différentes à géométrie variable, y compris sur cette question-là. Mais on a essayé, par exemple, sur la réforme du règlement de Dublin, de faire une proposition qui a recueilli une majorité de 5 groupes politiques. C'est-à-dire quand même, ça va de la gauche européenne jusqu'au PPE,
le Parti populaire européen où siègent les Républicains, en passant par les libéraux, les Verts et les socialistes. Et on avait accepté une modification du règlement de Dublin qui allait dans un sens positif et progressif, je dirais, pour permettre de désembourber, si je puis dire, l'arrivée dans les pays de premier entrant, en tenant compte, y compris des choix des réfugiés et des demandeurs d'asile, parce que si on ne tient pas compte de leurs choix, ils repartent et ils bougent à l'intérieur de l'Union européenne. Dans une certaine forme d'exemple de ça, on a ce qui s'est passé à Calais. Les gens veulent aller en Angleterre, on peut démembrer les camps, arracher, détruire les tentes, voler leurs affaires et les détruire. Ça ne change rien, ils veulent aller en Angleterre, en Grande-Bretagne. Pourquoi veulent-ils aller en Angleterre, en Grande-Bretagne? Parce qu'ils y ont de la famille, parce qu'ils y ont des amis et parce qu'ils sont anglophones en prime. Je peux donner deux autres exemples plutôt plus constructif. Le premier, c'est que, par exemple, on vient de parler de la pêche électrique. La pêche électrique a été interdite en 2021. On aurait aimé plus tôt, mais néanmoins, la pêche électrique est interdite. C'est le Parlement européen qui a imposé cette décision. Et la semaine dernière, j'ai porté la résolution qui a été adoptée par une grande majorité de parlementaires sur la question du droit de manifester et de l'usage proportionné de la force, qui dénonce de fait les violences policières en France. Justement, à l'aune de ce que vous venez d'expliquer, donc de vos combats, de l'agencement entre les différentes institutions européennes, on dit souvent que les prochaines élections européennes pourraient voir une recomposition politique très large du Parlement européen. Quel est votre sentiment vis-à-vis des élections qui approchent et les conséquences concrètes que cela pourrait avoir ? Alors d'abord, je suis désespérée, le terme est un peu fort, mais très triste de voir la désunion de la gauche. Face au danger de la montée des nationalismes, de la montée de l'extrême droite, la gauche, le camp progressiste devrait être à se rassembler. C'est une des raisons pour lesquelles je ne veux pas me représenter. La deuxième chose, c'est que oui, le paysage politique va être profondément transformé. Il va être transformé notamment par le départ du Royaume-Uni. Les Britanniques étaient l'ossature de deux groupes politiques de droite, ce que j'appellerais les conservateurs et la droite nationaliste. Donc ça va profondément changer. Les sondages qui sont publiés, il y en a un qui a été publié la semaine dernière, montrent que les grands partis perdent du pouvoir. Le Parti populaire européen, qui est le grand parti, va descendre à 25% du Parlement européen, ce qui est encore beaucoup et ce qui fera de lui la première force, mais il perd comme il a déjà perdu en 2014. Même chose avec les sociodémocrates, pire avec les sociodémocrates. Et ce que l'on peut voir comme élément positif au milieu de tout ça, c'est qu'au-delà de cette profonde recomposition, le groupe de la gauche européenne auquel je suis fière d'appartenir, dans les projections actuelles, sondage ne veut pas dire élection, mais dans les projections actuelles, garde son nombre de membres. Donc oui, il y aura un Parlement européen qui sera plus difficile, mais peut-être dans lequel les rapports de force, les majorités politiques vont être très très différentes, et peut-être que ça nous donnera une marge de manœuvre qui peut être différente. En attendant, je suis quand même très très inquiète et je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie à l'occasion de ces élections européennes pour faire avancer cette question. Merci encore d'avoir accepté de répondre à nos questions, Marie-Christine Vergin. Merci à vous et bonne journée.